Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, alors là, je vous préviens, je me suis fait plaisir au niveau de l'indice musical. Écoutez plutôt. Dites-moi qui c'est le roi de la prédiction. Carlos, Oui, le roi de la prédiction. exactement. On va voir les voyances. Oui, mais vous écoutez bien le titre de la chanson ? Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus, ah oui. Parce qu'on a trop oublié cette chanson magnifique de Carlos, Nostracarlus. T'es Nostracarlus, oui, c'est ce que j'ai entendu. Exactement, et on va parler de Nostradamus, évidemment. Forcément, Michel de Nostredame. Eh bien, avant de procéder à cet affrontement pour le quiz, eh bien, je propose de laisser la parole à Clémentine. Procédons. Ah oui, vous êtes procédurière, ça va Oui, bien. c'est vrai. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez donc sur le destin d'un compositeur de génie à qui l'on doit un Américain à Paris bien avant le film, George Gershwin. Oui, en effet, Stéphane, mais même avant ça, le grand événement dans la vie de George Gershwin, c'était il y a tout juste un siècle, en 1923. Et à l'époque, le jazz et la musique classique sont deux registres musicaux totalement étrangers l'un à l'autre. Or, Gershwin obtient d'une chanteuse lyrique québécoise, Eva Gauthier, qui n'interprète généralement que du classique, qu'elle inscrive 3 des chansons dont lui est l'auteur dans son récital, donc du jazz, et c'est lui qui l'accompagnera au piano. C'est donc la première fois, 1923, qu'on va entendre du jazz dans une salle de concert réservée à la musique symphonique, et c'est un triomphe. Le sentiment unanime des critiques est que la musique de Gershwin n'est en rien déplacée à côté de la grande musique. Un journal titre « Le jazz acquiert de la respectabilité ». Et c'est le début d'un vrai mouvement, car un célèbre chef d'orchestre de jazz, Paul Whitman, pousse Gershwin à aller encore plus loin. Il lui commande une œuvre pour l'année suivante. Faites-moi quelque chose qui mélange un peu jazz et classique, allez-y. Alors, Gershwin traîne des pieds parce qu'il ne se croit pas capable techniquement de réaliser une œuvre symphonique comme ça, qui mêle les deux. Donc, il temporise un peu, puis finalement, un petit peu comme Ravel avec le boléro, il doit s'y mettre à la dernière minute comme un élève qui rend sa copie, qui fait sa rédaction le dimanche soir pour le lundi. Et finalement, en un temps record, il crée cette œuvre et dont la première interprétation doit avoir lieu le 12 février 1924 à New York. Vous reconnaissez ce glissement de clarinette initial, cette œuvre qui mêle jazz et classique, eh bien c'est Rhapsody in Blue. Et le public, rien que par ce petit départ de clarinette très étrange qui monte dans les tours comme ça, est absolument emporté par ces mélodies harmoniques très nouvelles. Et c'est un succès immense. Alors là, c'est carrément le chef d'orchestre du Philharmonique de New York, Walter Damrosch, qui commande maintenant à Gershwin un concerto pour piano et orchestre. Et donc, ce sera le concerto en fa. Et la première, cette fois, ce sera Carnegie Hall. Et donc, vraiment, en termes de respectabilité, oui, le jazz a monté d'un cran. Et à partir de là, les comédies musicales, les opérettes de Gershwin à New York, à Londres, ses chansons sont sur toutes les lèvres. Ses œuvres symphoniques sont interprétées dans le monde entier. Ses disques sont vendus par dizaines de milliers. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il arrive à Paris en 1928. Car les concerts Padeloup ont inscrit au programme sa Rhapsody in Blue. Le théâtre des Champs-Élysées va tirer de cette œuvre un ballet. Son concerto en fa, il est créé à Paris, au Palais Garnier. Les impresarios, les éditeurs, les fabricants de disques ne cessent de le solliciter. Il est vraiment, Gershwin, devenu le compositeur américain le plus en vogue du moment. Il est riche, célèbre et adulé, mais ça, c'était manifestement un homme extrêmement obligeant, extrêmement simple et très humble sur sa propre musique. Il devait douter parce qu'il voyait bien que lui-même n'était pas sur les traces d'un Beethoven ou d'un Bach, qu'il était à la fois dans le jazz et le classique. Alors, lors de son séjour à Paris, il a demandé à rencontrer Ravel et Stravinsky. Il leur a demandé des conseils avec beaucoup d'humilité. Et Stravinsky lui demande « Mais combien gagnez-vous par an avec votre musique ?»
Oh, une centaine de milliers de dollars, peut-être 200 000 $, lui répond Gershwin. Ah ben écoutez, dans ces conditions, ce serait plutôt à vous de me donner des leçons, lui dit Stravinsky. Oui, parce que les musiciens parisiens ne sont pas aussi fortunés. Et Gershwin, lors de ce séjour, bien sûr, se promène longuement dans Paris. Il prête attention aux mille bruits de la ville, entre les klaxons des autos, dont les notes stridentes éclatent comme des fanfares. Il est évidemment, pour un compositeur, tout est musique, le moindre bruit, les souliers ferrés sur les escaliers de la butte Montmartre, et il note toutes ses impressions musicales, et bien sûr, une fois rentré à son hôtel majestique, eh bien, il ordonne tout ça, et qu'est-ce que ça donne? Une mélodie, puis une autre, et finalement, le poème symphonique Un Américain à Paris, qui dure 19 minutes, elle est créée aussi au Carnegie Hall à New York, devant près de 3000 spectateurs, et ça raconte la promenade d'un touriste américain sur les Champs-Élysées. À un moment, il y a une querelle entre taxis, donc Gershwin a acheté à Paris des klaxons de taxi qu'il a rapportés aux États-Unis pour pouvoir faire des poètes-poètes pendant que l'œuvre était interprétée. Comme il voulait un bruit de fanfare, il a intégré des instruments qu'on entend rarement dans un orchestre symphonique comme le saxophone ou le celesta. Et son personnage alors se promène, arrive au Luxembourg, s'assied sur un banc. Bon, ça a évidemment eu un succès fou. Ce qui a eu un succès extraordinaire, c'est évidemment le film de Vincente Minnelli, mais qui est tourné en 51 et qui sera maintes fois organisé. Malheureusement, Gershwin ne le verra pas, ce film, puisqu'il meurt prématurément le 11 juillet 1937 à 39 ans. Mais en tout cas, je pense que, vous voyez, Gershwin, lui, aimait à dire qu'il avait en tête des mélodies pour tenir plus d'un siècle, et malheureusement, sa mort prématurée nous en a privés, mais il a quand même laissé une œuvre très originale, immense et sublime, et il est rentré donc dans l'histoire, non seulement comme le premier compositeur à avoir marié jazz et classique, mais aussi comme le premier musicien américain parvenu à une célébrité mondiale. Merci beaucoup Clémentine.